Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aborder la 4e leçon sur les ruptures à l'ère de l'Anthropocène envisagées d'un point de vue juridique et avec un sujet un peu particulier. On avait fait la dernière fois sur le sol, cette fois-ci ça sera sur la nuit, et de voir comment l'homme a modifié la nuit jusqu'à créer ce qu'on appelle des pollutions lumineuses. Et on va voir comment est-ce que le droit essaie de modifier ces éléments. Alors, ces protections juridiques de la nuit nécessitent tout d'abord de s'interroger sur ce qu'est la nuit en tant que telle. La nuit, en fait, on a plusieurs conceptions de la nuit, qu'elles soient géographiques, et donc c'est une période qui est comprise entre le lever et le coucher du soleil, mais il y a toujours des espaces interstitiels, l'aube et le crépuscule. Il y a également la nuit civile, qui, lorsqu'on se réfère à certains textes, et notamment concernant le travail, vise la position du soleil à 6 degrés sous l'horizon, seuil en dessous duquel l'éclairage artificiel devient nécessaire. Il y a également la nuit nautique, et pour des raisons qu'on conçoit sans peine dans la mesure où vous avez plus d'horizontalité, c'est lorsque le soleil est à 12 degrés sous l'horizon. Il y a également la nuit astronomique, qui, on le verra, cette nuit astronomique a fait beaucoup pour l'évolution de la réglementation. C'est lorsque le soleil est à 18 degrés sous l'horizon, c'est ce qu'on appelle la nuit visible, à partir de laquelle il est possible d'observer les étoiles de faible magnitude. Et enfin, la nuit vue du droit, ce que j'ai appelé la nuit laborieuse, c'est le travail de nuit, c'est-à-dire le travail qui juridiquement est effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, et c'est du travail de nuit. Et la période de travail dite de nuit, juridiquement, commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures du matin. Alors quels sont les effets de la nuit? Les effets sont bénéfiques puisque pour les végétaux, vous avez une absence de photosynthèse, donc vous n'avez plus transformation par l'action de la lumière du CO2 et de l'eau en oxygène et en sucre, et vous avez une respiration qui conduit à l'absorption du dioxygène et le rejet du dioxyde de carbone. D'où le fait d'ailleurs qu'il n'est pas recommandé d'avoir des plantes chez soi la nuit, puisqu'elles rejettent du CO2. S'agissant des effets sur les hommes et les animaux, eh bien, toutes les activités physiologiques obéissent à ce qu'on appelle un rythme circadien, c'est-à-dire qui est orienté autour du jour et qui est contrôlé par une horloge biologique interne qu'on appelle l'horloge circadienne, et qui est située quelque part dans l'hypothalamus et qui surtout produit de la mélatonine, qui est une hormone qui va synchroniser l'horloge biologique. L'intérêt ici, c'est que vous allez avoir une alternance de la veille et du sommeil, des questions liées à la prise alimentaire, des températures corporelles, des sécrétions hormonales, bref, la nuit est indispensable au bon équilibre physiologique et psychologique de l'homme. Mais lorsqu'il y a des lumières dans la nuit, puisque l'homme ne vivant pas ordinairement la nuit a commencé à s'approprier la lumière tout d'abord sous forme de feu et ensuite sous forme d'électricité, enfin gaz et puis ensuite électricité, eh bien il y a tout un certain nombre d'effets qui se produisent. Les effets sur les végétaux, tout d'abord, de l'excès de lumière, c'est la croissance continue. Normalement, les végétaux évoluent et cessent de croître pendant la nuit. Il y a également une limitation de la dormance hivernale, c'est-à-dire au moment du ralentissement du métabolisme, d'où le fait que cet excès de lumière accroît la demande de ressources pour se maintenir et donc va entraîner une fragilisation et notamment une sensibilité aux maladies et aux gels. Vous avez également la naissance de feuilles beaucoup plus larges puisqu'elles continuent de croître, donc avec une plus grande surface d'évaporation en cas de chaleur, ce qui va augmenter la sensibilité à la sécheresse et surtout également une captation beaucoup plus forte des polluants atmosphériques. Et puis vous avez également, et ça c'est un effet écosystémique, une émergence précoce des bourgeons avec une naissance plus précoce des fleurs, et donc vous allez avoir un décalage avec la sortie printanière des pollinisateurs qui ne seront plus sur la même période et ne pourront donc plus polliniser puisque les fleurs auront passé de date par rapport à leur date de sortie. S'agissant ensuite des effets sur la faune. Il faut savoir que la quasi-totalité du monde vivant, enfin une grande partie du monde vivant vit la nuit, puisque vous avez 28% des vertébrés et 64% des invertébrés qui vivent partiellement ou exclusivement la nuit. Donc la nuit est une temporalité essentielle dans ce cadre-là. Alors quels sont les effets? Vous avez deux types d'effets de la lumière la nuit. C'est une fragmentation par répulsion.
vous avez un certain nombre d'animaux qui ne peuvent pas supporter la lumière la nuit, qui va les désorienter, Je prends par exemple certaines espèces qu'on appelle les espèces lucifuges et qui, en présence de sources artificielles de lumière, fuient, donc quittent les lieux. Donc ne vont plus notamment sur leur lieu de reproduction, sur leur lieu de nourrissage. Et donc va les obliger à se détourner de leur chemin habituel. Et puis vous avez ce qu'on appelle la fragmentation par absorption. Ici, ou par attraction, selon les scientifiques, c'est puisque certaines espèces vont utiliser les structures naturellement lumineuses du ciel nocturne, la Lune, la Voie lactée, les constellations notamment, pour se diriger. Et donc, dès lors qu'il y aura un excès de lumière et qu'ils ne pourront plus, je vais dire, contempler les étoiles, ils ne pourront plus se diriger et diriger leur déplacement. Et donc, elles vont être désorientées par toutes ces lumières artificielles nocturnes parce que les points lumineux peuvent les leurrer. Par exemple, les oiseaux en migration peuvent être attirés par des points lumineux de grande intensité, comme par exemple des phares maritimes, comme par exemple des lasers, et on observe très souvent une mortalité très forte au pied de ces infrastructures. Par exemple également chez les tortues marines, et ça a donné lieu à une charte particulière en Guadeloupe de ce point de vue, chez les tortues marines, eh bien, la lumière artificielle est un facteur d'attraction, ce qui fait que les jeunes tortues, lorsqu'elles éclosent, au lieu de se diriger vers la mer, qui est leur milieu naturel, se dirigent au contraire vers la lumière en direction de la ville et donc meurent de ce point de vue. Et puis les insectes sont quant à eux attirés en grand nombre par la lumière artificielle et donc vous avez plus grande capacité de piégeage et vous avez qu'à regarder le nombre de toiles d'araignées qu'il y a autour des luminaires, regardez le nombre de chauves-souris également, ce qui peut, au-delà de la surconsommation qu'il peut y avoir de ces insectes, aboutir à une plus forte sélection et donc un appauvrissement de la biodiversité. Donc vous avez de ce fait un très fort effet dans ce cadre-là. S'agissant également des effets sur les activités humaines. Vous avez une perturbation très forte du cycle du sommeil, vous avez la perturbation de certaines activités, les troubles de voisinage notamment, essentiellement, et de ce point de vue, le droit est intervenu, j'y reviendrai, pour justement essayer de réguler ces questions de troubles de voisinage, mais malheureusement, le trouble de voisinage doit être dit anormal, or la lumière en ville est considérée comme normale, donc les troubles ne sont pas reconnus par la jurisprudence pour l'essentiel. Alors, ces lumières dans la nuit ont des sources. Si on se polarise simplement sur l'aspect français, les sources de photopollution, vous avez nocturne, vous avez 9 millions de lampes qui sont destinées à l'éclairage public des villes et des campagnes, ce qui annuellement équivaut à la consommation d'un réacteur nucléaire, 1,3 MW. L'éclairage public constitue un tiers de la facture globale d'électricité et vous avez surtout entre 30 et 50% de la lumière qui est diffusée par les lampadaires extérieures, qui est en pure perte, notamment parce qu'elles sont soit trop dirigées vers le ciel, soit trop dirigées sur les côtés, donc n'éclairent pas les points essentiels. Alors, pourquoi toute cette lumière? Pourquoi toute cette lumière? En fait, c'est une obligation légale au départ. Alors, ce qui perturbe beaucoup les juristes de ce point de vue, parce que lorsque l'on veut agir sur la réglementation de la lumière, on va forcément agir sur la cause de cette réglementation, qui est en fait la police. La lumière, en fait, c'est quelque chose qui associe le progrès et l'ordre public, et c'est ce qui fait que lorsqu'on discute avec les responsables de l'éclairage dans les villes, ils considèrent que diminuer l'éclairage public va augmenter l'insécurité, diminuer l'éclairage public va être une source de régression. Il faut que l'homme échappe à la nuit, en définitive. Et pourquoi? Parce que en 1790, lorsqu'on va créer les objets de police contemporains entre les mains du maire, la réglementation prévoit que ce qui est confié à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, c'est tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques, et qui comprend notamment l'illumination. Et comme l'a relevé la Cour de cassation en 1866, donc déjà extrêmement tôt, l'éclairage des rues, des places, des voies publiques procure aux habitants l'avantage d'en parcourir sûrement tous les quartiers pendant l'obscurité de la nuit, et c'est un des moyens les plus utiles que la police emploie pour prévenir les désordres et les crimes et pour veiller à la sûreté publique. Donc on voit bien que la lumière, l'éclairage est intimement lié initialement à l'ordre public, donc à la sécurité
des personnes et des biens. Et cette expression, l'illumination, sera transformée de façon plus moderne en 1884 avec le code municipal en éclairage public. L'illumination, donc, est transformée en éclairage, mais son objet reste le même, puisqu'on trouve désormais dans le code général des collectivités territoriales le fait que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, les quais, les places, les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement et surtout l'éclairage. Mais cette question de la sécurité publique est d'abord et avant tout affaire de la police locale. C'est une affaire qui est discrétionnaire, ce qui veut dire par exemple qu'un citoyen ne peut pas revendiquer que l'on vienne implanter un dispositif d'éclairage devant sa maison. Donc on comprend bien la difficulté que va avoir le législateur pour d'un côté garantir la sécurité des personnes et des biens qui est fondée sur la lumière la nuit, et de l'autre diminuer la lumière pour favoriser tout un ensemble d'éléments écologiques. Et puis la lumière participe également à l'animation des lieux, c'est une constante, c'est pas simplement des éléments de sécurité, c'est désormais ludique, ou ce qu'on pourrait appeler des aménités lumineuses, c'est que la mise en lumière devient une des formes principales de l'adoption des monuments du passé par la société. Ils sont éclairés la nuit, on les voit mieux, ils sculptent la nuit en quelque sorte, il y a une visibilité attractive, et finalement c'est ce que cherchent les gestionnaires du patrimoine monumental. On va de ce fait, comme disent certains auteurs, générer un nouvel imaginaire des lieux, et renouveler en permanence leur image identitaire. Et c'est comme si vous aviez une mise en théâtre urbain permanent de ce fait. Et puis vous avez aussi, et c'est la loi de 79 sur la publicité, eh bien l'autorisation de la publicité lumineuse. Ce qui veut dire que désormais on ne peut plus éteindre la nuit, en quelque sorte. Alors, cette préoccupation est née des excès de la lumière. Des excès de la lumière d'abord revendiqués par les voisins. Vous avez un certain nombre de troubles de voisinage, et un des premiers juristes à s'intéresser formellement à cette question, c'est Francis Caballero. C'était sur son essai juridique, sur la notion juridique de nuisance, et qui va lui établir une typologie des différents troubles de voisinage qu'on peut avoir, et au titre des troubles d'agrément, il relève les agressions lumineuses, je le cite, une forme relativement nouvelle d'atteinte à la tranquillité des particuliers qui peut troubler le repos des habitants. C'est assez curieux d'ailleurs, c'est très intéressant cette rupture qu'il marque dans sa thèse, tout simplement parce que jusqu'à présent, les troubles de voisinage étaient marqués par l'absence de lumière. Autrement dit, dès lors qu'une construction ou qu'une activité, qu'un ouvrage ou un aménagement avait pour effet de priver de la lumière, cela constituait un trouble de voisinage. Certaines jurisprudences, par exemple, sanctionnent, il a été ordonné d'abattre plus de 200 arbres pour, je cite, pour réduire les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage qui tenaient à une perte de luminosité et d'ensoleillement des fonds, ou alors de démolir une construction en violation de la règle d'urbanisme dès lors que les voisins subissaient un préjudice personnel consistant à un trouble d'ensoleillement et de diminution de la luminosité. Ce qui veut donc dire qu'on est dans une situation totalement contraire où on va redécouvrir les troubles de voisinage autrement, c'est-à-dire le trouble de voisinage la nuit, parce que il peut y avoir des enseignes lumineuses, et je cite la jurisprudence, qui sont source de propagation continue et de violentes lumières dans les salles d'auscultation d'un cabinet médical. Ici, le médecin était perturbé par son activité dès lors qu'il y avait excès de lumière. La lumière publique n'est pas en reste, puisque la lumière publicitaire est a priori privée, la lumière publique n'est pas en reste, tout simplement. Alors il y a un exemple qui est bien connu et qui est assez amusant finalement, c'était un fleuriste qui, à chaque période de la Toussaint, voyait ses chrysanthèmes éclore beaucoup trop tôt pour pouvoir les vendre, parce qu'ils étaient exposés à la lumière nocturne, et donc de ce fait subissaient un préjudice commercial. Les chrysanthèmes étaient devenus invendables à raison des troubles occasionnés par la floraison du fait d'un éclairage public de forte puissance.
Par contre, d'autres jurisprudences ont au contraire rejeté certains troubles en considérant que ceux-ci n'étaient pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter un propriétaire situé en zone urbaine qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles édifiés sur les parcelles voisines. Même la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'est prononcée sur cette question, de façon assez curieuse également. Il s'agit de comparer les avantages de l'implantation d'éoliennes sur des terrains avec les troubles de voisinage liés à l'éclairage de ces éoliennes et donc à la dépréciation de la propriété. Et la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme a considéré elle a opéré ce qu'on appelle un bilan coût-avantage. Elle n'a pas considéré qu'il y avait une atteinte excessive et donc que l'État n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de la propriété et de la dépréciation des biens en ne régulant pas plus, puisque il était, on ne pouvait pas comparer les troubles de quelques propriétaires avec l'intérêt que procurait l'éclairage par l'éolienne de plus de 5000 foyers d'électricité dite verte. Et les premiers à s'en être émouvoir, les premiers à s'être émus de cet excès au-delà des aspects scientifiques, eh bien, ce sont les astronomes amateurs. Ce sont les astronomes amateurs, comme les professionnels également, qui voient leur observation fortement perturbée par tous les halos lumineux qui sont mal dirigés, excessifs, inefficaces et donc nécessaires, et vont promouvoir l'extinction de la nuit, ou l'extinction de la nuit ou la diminution de l'éclairage nocturne, demandant, alors c'est notamment la International Dark Sky Association, qui met en évidence ces pollutions lumineuses et qui va promouvoir la diminution de celles-ci pour avoir des sources d'éclairage efficaces produisant peu de pollution lumineuse et surtout un niveau d'éclairage convenable. Et on verra que la nouvelle réglementation en France va prévoir la préservation de sites d'observation astronomique importants. Vous allez même d'ailleurs avoir un premier atlas mondial de la clarté artificielle du ciel nocturne. Je vous invite à consulter Internet sur ce point pour voir l'éclairage que l'on peut avoir de la Terre vue du haut la nuit. Il y a presque plus de nuit dans certains secteurs. Et vous avez d'ailleurs même une échelle de mesure qui a été créée à cette occasion par rapport à la luminosité de l'étoile la plus faible visible à l'œil nu. Donc vous avez une échelle de 1, c'est le ciel noir. Si vous êtes déjà allé dans les Cévennes, sans éclairage, vous voyez très très bien les voies lactées. Et par rapport à une échelle 9, c'est le plus haut, c'est le ciel de centre-ville. Le ciel de centre-ville. Alors comment a réagi le législateur ? De façon assez perturbée, on dira, au départ, justement avec cette question à la fois économique, parce que l'éclairage urbain, je vous disais, coûte à peu près le tiers de la consommation énergétique des communes, les questions de sécurité, les questions commerciales, parce qu'il faut éclairer les boutiques, notamment la nuit pour faire de la publicité, et puis ne le cachons pas également, l'éclairage de boutique la nuit permet d'augmenter la dépense énergétique tout en faisant la publicité, donc de diminuer la facture fiscale, puisque ça devient une charge. Bon, vous avez tout un ensemble, si vous voulez, de critères, de considérations qui vont faire que le législateur était un peu gêné. Il y a eu quelques tâtonnements jusqu'à ce qu'on arrive avec la loi Grenelle 1 de 2009, alors c'est une loi programmatoire, donc elle n'a pas d'efficacité juridique en tant que telle initialement, qui va préciser que les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne, feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Donc l'idée, c'est de confier au gouvernement, en 2009, le soin de former un projet de loi qui va permettre cette réglementation-là. Ce qui va venir avec la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, sous la forme de l'article actuel L583-1 du Code de l'environnement, pour prévenir ou limiter les dangers et troubles excessifs aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie. Vous voyez déjà, on a fait disparaître l'astronomie, mais c'est un effet parallèle. Eh bien, des prescriptions peuvent être imposées pour réduire ces émissions aux exploitants et utilisateurs de certaines installations lumineuses sans compromettre les objectifs de sécurité publique, de défense nationale, ainsi que de sûreté des installations ou des ouvrages sensibles.
pour avoir travaillé à une époque avec le ministère de la Justice sur l'implantation de centres pénitentiaires, où à la suite de diverses discussions, on évoquait le fait qu'il y avait un excès de lumière. Il m'avait été rétorqué qu'on ne pouvait pas laisser les cours de prison et les extérieurs des prisons sans lumière, de façon à pouvoir mieux contrôler l'accès aux bâtiments. Donc vous avez comme ceci un certain nombre d'éléments qui, on va dire que c'est la lumière fatale, on ne peut pas se passer de cet éclairage-là. Alors quelles vont être les réglementations? Je passe sur l'ensemble des textes qui se sont succédés, notamment la loi Grenelle était de Grenelle 2 de 2010. Un arrêté est intervenu en 2011 qui a commencé à réglementer ces questions. Le gouvernement a fait l'objet d'une mise en demeure par le Conseil d'État à la suite d'une demande de France Nature Environnement, tout simplement parce que la réglementation était considérée comme insuffisante et ne répondait pas aux prescriptions du Grenelle de l'environnement, pour arriver désormais, et ce sont les textes qui nous intéressent ici, à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention et à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Alors vous allez avoir toute une série de dispositifs qui vont intéresser aussi bien les espaces naturels que les espaces urbains. Dans les espaces naturels, et on comprend ainsi les parcs nationaux, les réserves naturelles, qu'elles soient régionales ou nationales, les périmètres de protection autour de ces réserves naturelles, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins, les sites classés, les sites inscrits, les sites Natura 2000, bref, l'essentiel des sites de forte protection qu'on connaît en droit français vont faire l'objet de dispositions particulières. Ces espaces naturels et puis les sites d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre vont être fixés par un autre arrêté, eh bien, précise que les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles qui sont appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est trouvé, nous juristes, avec une confrontation un peu particulière, dans la mesure où on vise les espaces naturels avec les parcs naturels régionaux ou les réserves naturelles qui peuvent être habités. Vous avez des maisons, vous avez des hameaux, vous avez des villages qui font l'objet d'éclairage. Et la question qu'on s'était posée, c'était de savoir si, lorsqu'on disait plus restrictives que celles qui sont dans les agglomérations, si ça excluait les agglomérations dans les réserves naturelles, ou ce contraire, elles étaient incluses. Moralité, elles sont incluses en tant que telles. Ces prescriptions, fixées par arrêté, peuvent notamment porter sur le niveau d'éclairement. Elles peuvent porter sur l'efficience lumineuse et énergétique des installations, elles peuvent porter sur l'efficacité lumineuse des lampes, elles peuvent porter sur la puissance lumineuse des installations, le tout rapporté à la surface qui est destinée à être éclairée. Cela peut porter également sur la limitation des éblouissements, sur la distribution spectrale des émissions lumineuses, c'est-à-dire qu'on va régler le spectre lumineux pour éviter qu'il soit perdu en hauteur. Et vous allez donc avoir tout un ensemble de réglementations sur les modalités de fonctionnement de certaines installations en fonction de leur usage dans la zone concernée. Alors quelles sont les règles d'extinction nocturne, puisque c'est l'objet désormais, puisque le droit, après avoir allumé la nuit, le droit tente d'éteindre la nuit. Vous avez donc des règles d'extinction nocturne. Le préfet peut prescrire des adaptations locales beaucoup plus restrictives qui seront prises en fonction de sensibilité environnementale locale pour protéger localement des espèces faunistiques ou floristiques, quel que soit le site où se situent ces espèces, que ce soit des sites en dehors des agglomérations ou que ce soit des sites dans les agglomérations. On pourrait par exemple considérer des extinctions des feux différentes dans le parc de la Tête d'Or par exemple ou dans certains squares. Dans le cas d'une enseigne lumineuse, donc tous les dispositifs de publicité si vous préférez, pour simplifier parce que c'est un peu plus complexe que ça. Par dérogation, les commerces en activité entre minuit et 7 heures du matin peuvent allumer leur enseigne 1 heure avant l'ouverture et la laisser allumée jusqu'à 1 heure après la fermeture, ce qui veut donc dire qu'il y a donc toute une période d'extinction des feux. Pour les bâtiments à usage mixte qui sont à la fois à usage d'habitation et à usage professionnel, eh bien, seule la partie non résidentielle, notamment les locaux professionnels ou les commerces en rez-de-chaussée, eh bien, sont concernés par ces dispositions. Vous comprendrez donc que tous les magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24 ne sont pas du tout concernés. Des dérogations
plus ou moins restrictives à l'extinction nocturne peuvent en revanche être accordées par arrêté municipal ou arrêté préfectoral, notamment les jours, enfin les veilles et les jours de jours fériés chômés, les illuminations de Noël. Je vous laisse voir ce qu'il en est pendant. Avant c'était une journée, maintenant c'est beaucoup plus. Les illuminations du 8 et autres décembre à Lyon, il y a les illuminations de la semaine de Noël, dans les zones touristiques exceptionnelles, lors d'événements exceptionnels à caractère local. Bref, vous avez, par exemple, vous avez des foires nocturnes, vous avez toute une série de dérogations qui, pour des raisons commerciales évidentes, sont accordées dans ce cadre-là. Et puis, les enseignes clignotantes sont interdites, sauf pour les pharmacies et les services d'urgence. Tout simplement parce que vous avez certains insectes, certains animaux qui mettent plus de 30 minutes à récupérer l'éblouissement. Et lorsque vous avez ces éléments, ces alternances d'éclairage et d'extinction liées à ces enseignes clignotantes, ça a des effets beaucoup plus destructeurs. Enfin, je passe sur les cônes bâtonnets, etc. à l'intérieur de l'œil. Alors, quelques éléments récapitulatifs de cette réglementation. Je tire ces différentes vues d'un guide qu'a élaboré l'ADEME sur ce point, alors qui est disponible en ligne et qui donne, c'est une espèce de guide de bonne conduite de l'éclairage urbain. Et qui est extrêmement intéressant parce qu'il va fixer de façon très synthétique, très abordable ces éléments. Et on retrouve toute la réglementation de 2018 avec les éclairages extérieurs qui sont liés à une activité économique, avec une extinction de nuit nécessaire et avec des périodes d'allumage. Vous avez également les éclairages de mise en lumière du patrimoine. Donc désormais, vous avez une extinction des feux. Vous notez que la période de référence, c'est toujours 1h du matin en tant que telle. Vous avez tous les éclairages des bâtiments non résidentiels, les éclairages intérieurs des locaux à vocation professionnelle dès lors que l'éclairage intérieur aurait des effets extérieurs. Vous avez également l'éclairage des vitrines des magasins et des expositions, du fait qu'ils ont également des effets extérieurs. N'oubliez pas, je ne l'ai pas évoqué, mais tous les oiseaux qui se fracassent contre les vitres des magasins, notamment parce qu'ils sont dirigés par la lumière et ne voient pas l'obstacle transparent. Vous avez également l'éclairage des parcs de stationnement qui sont annexés à des lieux des zones d'activité, alors ce qui pose une difficulté particulière compte tenu du caractère souvent assez anxiogène de ces parkings souterrains qui peuvent générer donc des modalités différenciées d'éclairage, soit un abaissement du niveau d'éclairage, soit en tout cas à proximité des éléments extérieurs qui pourraient avoir des effets sur le ciel nocturne, mais en tout cas pas à l'intérieur. Et puis vous avez des questions qui sont liées à l'éclairage des sentiers extérieurs, sauf on le verra, des exonérations lorsque vous avez par exemple des chantiers nocturnes. Voyez par exemple le chantier de la Pardue actuellement, voyez lorsqu'il y a eu la gare de Jean Massé, vous aviez un éclairage 24 heures sur 24 pendant 6 mois, enfin bref, tout un ensemble de contraintes techniques qui imposent finalement un éclairage. Ce que prévoit la réglementation, c'est non seulement la durée de l'éclairage, mais c'est également la quantité et la qualité de l'éclairage. Et l'idée, c'est que ils doivent être conçus, ces éclairages, ces émissions de lumière artificielle, de manière à prévenir, limiter, réduire les nuisances lumineuses et notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore, aux écosystèmes, etc., etc., dès lors que ça entraînerait un gaspillage énergétique. Et donc vous avez toute une série de prescriptions techniques qui vont être imposées dans ce cadre-là. La principale difficulté étant naturellement d'éviter que le droit ne devance la technique et impose ce qu'on appelle des obligations impossibles, c'est-à-dire imposer des dispositifs d'éclairage alors que la lampe même n'existe pas encore. Sauf que ça impose, puisque si vous voulez, d'un point de vue, puisque vous avez toujours des périodes d'adaptation dans la réglementation, ce qu'on appelle la sécurité juridique, donc c'est le temps qui est nécessaire à la prescription et à l'application effective pour que les entreprises ou les collectivités locales puissent adapter tout leur matériel, eh bien, vous avez des discussions en cours, par exemple, sur une normalisation de lampes qui serait destinée à satisfaire à ces différents objectifs. Sans oublier que ces éléments-là ne doivent pas nuire à leur efficacité.
Alors c'est pour ça que vous avez toute une série de temporalités qui ont été fixées pour pouvoir appliquer cette réglementation de 2018. Le plus simple était naturellement les prescriptions pour les bâtiments non résidentiels, puisque là, on impose effectivement l'extinction des feux, donc on n'a pas besoin de réfléchir sur des qualités de lumière nocturne particulières. Également pour les canons à lumière et les faisceaux laser, s'agissant des espaces naturels et les sites d'observation astronomique, puisqu'ici, de nouveau, on doit les couper comme tels. En revanche, vous avez toute une série de temporalités qui vont s'appliquer concernant les luminaires qui permettent ces réglages, les prescriptions par arrêté préfectoral pour renforcer la réglementation, des interdictions d'éclairage dirigé, on le verra, sur les cours d'eau, notamment. Vous avez également des prescriptions temporelles, notamment lorsque vous allez avoir création d'un réseau d'alimentation séparé. Bref, toute une période d'adaptation pour adapter non pas la réglementation, mais la technique et l'application de la réglementation. Alors pour résumer ces éléments s'agissant de la publicité lumineuse, celle que vous voyez le plus souvent sur les panneaux 4x3, donc quand même 12 mètres carrés éclairés, il faut quand même avoir bien en tête ce que ça signifie dans un éclairage nocturne 12 mètres carrés complètement éclairé, tous les éclairages qui sont faits sur les dispositifs publics, notamment les abribus, abri-tram, etc. En fonction de la taille d'agglomération, eh bien, vous avez soit une réglementation qui est imposée nationalement, moins de 800 000 habitants, c'est extinction entre 1h et 6h du matin. Lorsque vous avez plus de 8 000 habitants, eh bien, vous avez dans toutes les communes depuis 1979, enfin l'obligation dans certaines communes, pardon, d'un règlement local de publicité. Eh bien, c'est le règlement local de publicité qui va générer ces éléments. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, c'est que dans les parcs naturels régionaux, les règlements locaux de publicité sont indexés sur les prescriptions de la charte du parc. Ce qui veut donc dire que les communes peuvent avoir l'obligation, lorsqu'elles ont adhéré à la charte, de modifier les règlements locaux pour adapter à ces prescriptions, naturellement beaucoup plus restrictives. S'agissant des vitrines de magasins ou d'exposition, quelle qu'en soit la taille, eh bien, c'est entre 1h et 7h du matin, ou 1 heure après la fermeture ou la fin d'occupation des locaux, parce qu'il y a la fermeture, il ne faut pas oublier qu'il y a la fermeture au public et la fermeture effective, notamment lorsqu'il y a les obligations de faire la comptabilité et de faire du rangement après l'ouverture au public. Donc vous avez des prolongations, on va dire, nécessaires. On voit bien quand même que le droit reste très pragmatique de ce point de vue-là. L'éclairage intérieur des locaux professionnels, quelle qu'en soit la taille, c'est au plus tard 1 heure après la fin de l'occupation des locaux. Et s'agissant de l'éclairage des façades, eh bien c'est au plus tard 1h du matin. Cette publicité lumineuse peut faire l'objet de dérogations, particulières, je vous le disais, avec des dérogations plus ou moins restrictives. Alors ce qui est intéressant, j'avais été consulté par un magazine, Phosphore, vous connaissez sans doute, magazine pour adolescents. Vous avez très fréquemment les lecteurs qui posent des questions au rédacteur en chef, et qui là étaient bien gênés parce que vous aviez des jeunes gens en ville qui avaient trouvé comme activité nocturne d'aller éteindre toutes les lampes des magasins qui n'étaient pas éteintes à l'heure dite. Donc ils faisaient de l'escalade de façade, enfin tout un ensemble d'éléments, et qui ensuite les éteignaient. Et la question qui était posée par la personne et à laquelle j'ai répondu, la réponse qui était transposée n'était pas tout à fait la même, était refaite de façon un peu plus humoristique par la rédaction en chef, mais c'était dire, est-ce qu'ils ont le droit ? Est-ce que des particuliers, finalement, ont le droit de faire respecter la réglementation ? Tout simplement parce qu'il faut savoir que plus de 80% des communes, en tout cas les maires, officiers de police judiciaire, ne font pas respecter cette réglementation-là. Soit parce qu'ils l'ignorent, soit parce que pour une certaine, on va dire, paix commerciale, et puis ça, n'oubliez pas non plus, énergétiquement, quand vous avez une rue qui est éclairée par les magasins, c'est l'éclairage public en moins. Ça peut paraître du détail, mais sur une année d'éclairage nocturne, ça fait pas mal. Et donc, si vous voulez, la réponse a été très simple, c'est qu'ils n'ont pas le droit, mais s'ils le font, c'est pas sanctionné. Voilà, donc c'est assez simple. Alors si ça peut être sanctionné civilement, à condition qu'il y ait un dommage. Mais quel dommage ?
Et en plus, il faut retrouver les auteurs. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui faisaient que vous pouvez continuer, les petits gars, il n'y aura pas d'effet particulier. Simplement, ça permet aussi d'alerter les autorités locales qu'il y a une réglementation et que vous avez le citoyen parfois qui se substitue. Alors c'est vrai que c'est fait de manière ludique dans ce cadre-là, un peu de façon revendicative aussi, mais dans le même temps, ça alerte les élus sur un problème particulier. Alors cette obligation d'extinction nocturne ne s'applique pas dans certains cas. Pour les affichages éclairés par projection ou transparence sur le mobilier urbain, c'est-à-dire lorsque l'éclairage est intégré à l'intérieur ou lorsque l'éclairage est dirigé sur l'élément urbain, ça ne s'applique pas dans les aéroports, pour des raisons qu'on comprendra sans peine dans ce cadre-là, dans la mesure où ça fait partie des cas où les magasins peuvent être ouverts en dehors des heures, peuvent être ouverts les jours fériés, chômés, etc., etc. Ça ne s'applique pas aux publicités numériques sur le mobilier urbain, à condition que les images soient fixes. Donc toutes les images animées que vous voyez par exemple sur le centre de la Part-Dieu sont concernées par le dispositif d'extinction et celles qui sont fixes ne le sont pas par celui-ci. Si vous voulez, vous avez, ce qui est très intéressant dans cette réglementation, c'est que la réglementation sur la publicité, l'affichage extérieur 79, a été faite par les publicitaires pour les publicitaires, et que toute la réglementation suit la technique. Et la technique suit la réglementation. C'est-à-dire que dès que vous avez une interdiction particulière, vous avez un détournement d'objet qui permet de réadapter, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toute une série. Vous avez des négociations sans nom sur ces éléments, puisque l'affichage publicitaire permet de payer le mobilier urbain, par exemple. Ce qui veut donc dire que les communes ont tout intérêt à autoriser l'affichage parce que c'est Decaux, Dauphin, etc. qui vont payer en tout ou partie ces éléments. Et donc la lumière participant de l'animation de ces supports, elle est indispensable commercialement et économiquement. Donc, vous voyez, parfois, et donc établir une réglementation comme celle de la lumière, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donne l'objet de très longues et dure discussion. Vous avez naturellement font l'objet d'une dérogation, eh bien les éclairages publics de la voirie, notamment les réverbères apposés en façade. Alors vous avez maintenant toutes des techniques un peu particulières consistant à avoir des éclairages en suivi. C'est-à-dire que la lumière s'éteint lorsque la personne est passée, elle s'allume lorsqu'elle approche, elle se rééteint, etc., etc. Alors, il est vrai que lorsqu'on était avec les incandescences, ça fragilisait extrêmement le filament. Désormais, avec les LED, c'est beaucoup plus facile. Donc, on peut plus adapter dans ce cadre-là. Mais il est vrai que pour être passé dans certaines villes, dans d'autres pays, comme Beyrouth par exemple, ou Yaoundé, où lorsque notamment vous n'avez aucun éclairage nocturne, faute d'électricité publique, c'est assez surprenant et c'est assez anxiogène en tant que tel, n'est-ce pas? Bon, cela dit, quand on a l'habitude, moi qui suis un nocturne, ça me gêne pas, au contraire, mais d'autres sont beaucoup plus gênés. Et puis vous avez également toutes les installations d'éclairage à détection de mouvement ou d'intrusion, puisque l'objet, c'est dès lors qu'il y a un mouvement, il y a un éclairage qui se forme, pour justement dissuader la personne, on comprendra bien qu'on ne peut pas remplacer la lumière par autre chose. Dans les espaces naturels. Alors dans les espaces naturels, vous avez toute une nouvelle réglementation qui a été mise en place. Les réserves naturelles font l'objet d'un périmètre de protection extérieur qui, lui, est adopté par arrêté préfectoral et qui peut avoir les mêmes réglementations qu'à l'intérieur de la réserve en tant que telle. Eh bien, les prescriptions de temporalité dans les réserves sont les mêmes que dans les espaces non protégés, notamment extinction à 1h du matin, etc. Mais il peut y avoir des prescriptions techniques particulières à respecter aussi bien en agglomération que hors agglomération. Par ailleurs, le préfet peut fixer des obligations plus contraignantes concernant la temporalité que pour les prescriptions techniques, après avoir pris un certain nombre d'avis, le gestionnaire de la réserve, naturellement, le comité consultatif ou comité scientifique de la réserve, le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, et puis naturellement l'organisme porteur, s'agissant des réserves naturelles régionales, le conseil régional ou en Corse, la collectivité de Corse. Vous avez également des prescriptions qui s'appliquent sur les parcs nationaux, sur les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins. Vous avez des prescriptions de temporalité qui sont les mêmes que pour les réserves naturelles, donc dans les espaces protégés.
simplement dans les cœurs de parcs nationaux, c'est-à-dire les espaces effectivement protégés. On ne vise pas ici les zones d'adhésion, mais le cœur même du parc. Vous avez des prescriptions techniques spécifiques pour les températures de couleur. Alors j'avais une diapositive, mais j'ai dû l'écarter puisque la reproduction était très mauvaise, pour vous montrer un peu les différents effets que le niveau de couleur de l'infrarouge à l'ultraviolet pouvait avoir sur le rythme circadien, sur un certain nombre d'éléments. Mais sachez quand même que l'élément couleur de la lumière, puisque la lumière n'est jamais vraiment blanche en tant que telle, dans ce qu'on peut penser, eh bien, peut avoir des effets sur la faune et la flore. Et puis le préfet peut fixer également des prescriptions beaucoup plus contraignantes. Dans les espaces naturels, vous avez également les plans d'eau qui sont concernés. Alors, on vise bien ici les plans d'eau d'un point de vue général. C'est-à-dire que ça vise les cours d'eau, ça vise le domaine public maritime, c'est-à-dire aussi bien la partie terrestre que la partie maritime, c'est-à-dire la partie en mer que la partie, alors selon la formule, atteinte par les plus hauts flots en l'absence de tempêtes exceptionnelles, c'est en fait plus haut que les plages si vous préférez. Le domaine public fluvial, c'est-à-dire celui qui est inscrit sur une nomenclature et qui relève de ce qu'on appelle domaine public fluvial désormais de l'État et des collectivités territoriales, les plans d'eau, les lacs et les étangs. Alors, n'allez pas chercher midi à 14h pour savoir si c'est un plan d'eau, une mare, etc. etc. En fait, vous avez des appellations qui dépendent beaucoup des circonstances locales, mais vous n'avez jamais eu en réglementation de surface minimale pour dire c'est un plan d'eau. Donc tout plan d'eau permanent, on dira, peut être concerné en tant que tel. Et donc, s'agissant des plans d'eau, pourquoi on vise les plans d'eau? Parce que notamment les plans d'eau et les cours d'eau font partie de ce qu'on appelle la trame bleue, c'est-à-dire les corridors écologiques qui permettent à un certain nombre d'éléments, aussi bien végétaux, par exemple les fleurs de nénuphar qui se déplacent, que animaux, aussi bien les poissons que les insectes, eh bien, de se déplacer dans le cours d'eau, et l'éclairage peut fortement les perturber. C'est pour ça d'ailleurs qu'on interdit, enfin pour ceux qui, comme moi étant enfant, allaient braconner dans les cours d'eau, on pêchait à la lanterne ou à la lampe, ça attirait le poisson. Donc c'est interdit, simplement parce que la lumière a un effet, effectivement. Mais vous couperez ça au montage, s'il vous plaît. Enfin, il y a prescription, je crois. Donc il est interdit d'éclairer directement l'eau. Il est interdit d'éclairer directement l'eau, sauf des raisons assez évidentes, semble-t-il, les activités de manutention portuaire. On n'imagine pas qu'on va décharger un bateau en pleine nuit, mais en appliquant les prescriptions du Code du travail. Donc ça concerne les installations portuaires de manutention, d'exploitation industrielle, commerciale ou de pêche. Pour des raisons de sécurité également, eh bien, les zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d'eau, il n'est pas toujours interdit de se baigner la nuit. En revanche, il est interdit d'éclairer, sauf les accès pour ne pas tomber dans l'eau, de façon involontaire. Pour les événements particuliers, notamment les feux d'artifice, et puis également pour avoir ce qu'on appelle les autorisations temporaires d'occupation du domaine public maritime ou du domaine public fluvial. C'est notamment des prescriptions qui vont être inscrites dans l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire. Par exemple, toutes les cabanes de plage, notamment, qui peuvent faire l'objet d'éclairage beaucoup plus longtemps pour des aspects commerciaux, alors même que la plage devrait être, elle, éteinte. Dans les espaces naturels également, on va interdire les canons à lumière. Donc on les interdit dans les réserves naturelles et périmètres de protection, les PNR, les parcs naturels marins, bref, dans tous ces éléments, et c'est ce qu'on appelle des canons à lumière, c'est toutes celles dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, et les faisceaux de rayonnement laser, parce qu'ils sont très forts, et surtout c'est qu'ils ont une très forte capacité de diffusion en dehors du spectre qu'ils occupaient, ce qui fait qu'ils éclairent beaucoup plus que ce qu'ils sont supposés éclairer de façon très ponctuelle. Donc ça fait une très forte pollution lumineuse. En revanche, on peut déroger à ces interdictions pour les équipements qui sont nécessaires aux activités des observatoires, en tant que tels, pour faire du pointage notamment, et ça s'applique également à d'autres espaces naturels comme les sites classés et inscrits, les sites Natura 2000 par exemple. Alors comme c'était la revendication première, on l'a tout de même satisfaite. On a vu dans le Grenelle 1 qu'on visait les sites d'observation astronomique. Ça n'a pas été repris dans le Grenelle 2, mais c'est précisé dans le L583-1.
les sites d'observation astronomique exceptionnels sont protégés contre la lumière. Vous avez une liste qui a été fixée par l'arrêté de 2018, qui est fondée sur un certain nombre de critères. Ouverture aux critères donc cumulatifs, ouverture au public, facilité d'accès, programme à caractère scientifique et pédagogique, avoir une bonne qualité de ciel, est situé géographiquement proche de grandes agglomérations pour permettre le plus grand nombre de participer aux activités, d'avoir un certain nombre d'instruments d'observation disponibles et ouverts, d'avoir un programme d'animation et de fréquentation régulier. Eh bien, vous allez avoir des prescriptions particulières d'extinction pour avoir une certaine qualité de ciel nocturne qui s'applique dans un périmètre de 10 km centré autour de l'observatoire. Ces prescriptions sont les mêmes que pour les espaces non protégés, c'est-à-dire les règles 1h, 7h du matin. Sur ce qu'on appelle les densités surfaciques de flux lumineux, vous allez avoir des prescriptions techniques à respecter aussi bien en agglomération que hors agglomération pour justement éviter qu'on ait des lumières parasites, Et vous allez avoir un certain nombre d'autres dispositions techniques de façon plus générale sur les mises en lumière du patrimoine. Je vous le disais, que ce soit les parcs, les jardins et autres, les chantiers, avec notamment des couleurs de température. On peut éclairer les chantiers, mais pas avec n'importe quel type de lumière, et notamment les lumières à base de gaz, qui sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là, parce qu'on peut beaucoup plus jouer sur, sur la chaleur, celle-ci. Vous allez ensuite, donc toujours dans le cadre de ces sites d'observation astronomique, vous avez la possibilité pour les collectivités locales de déroger à ces obligations spécifiques à condition de réaliser un plan de lutte contre les nuisances lumineuses qui permet de garantir que les options choisies par la commune et la réglementation auront des effets équivalents. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on peut faire des mesures, les communes peuvent adopter des mesures de substitution par rapport aux interdictions, mais à condition que ça n'ait pas un effet péjorant, un effet minorant de la qualité du ciel. Et il est toujours attendu depuis 2018 un guide sur ce qu'on appelle les résultats équivalents, permettant aux communes d'adapter leur réglementation par rapport à tous ces éléments. Alors les contrôles que j'évoquais tout à l'heure avec ces petits jeunes qui grimpaient sur les façades. L'article R583-7 du Code de l'environnement précise que les autorités en charge du contrôle du respect de ces prescriptions sont les maires pour les installations communales et l'État pour les installations communales au titre d'une police administrative spéciale. Donc vous avez toute une série d'installations et donc de spécialisation des autorités de police qui ne sont pas les mêmes pour intervenir dès lors que vous aurez des modalités différentes. L'idée étant, et on est dans les peines d'amende ici, c'est que les infractions aux prescriptions sont passibles d'une amende au plus égale à 750 €. C'est une amende, donc c'est cumulatif, par installation. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas systématiquement des contrôles nocturnes. Et donc c'est pour ça que vous avez très peu finalement de résultats. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la constatation de l'infraction ne demande pas systématiquement le contrôle nocturne en tant que tel. Il suffit d'avoir su qu'il y avait l'éclairage pour venir ensuite sanctionner. Dresser procès-verbal, parce que la sanction ne viendra pas du maire. Alors, maintenant que je vous ai dressé un tableau assez noir au départ et qui commence à être en progrès, quels sont les progrès qui restent encore à accomplir et quelles sont les mesures qui sont adoptées en fait en marge de la réglementation et qui, semble-t-il, seraient les plus efficaces. Tout d'abord, vous avez une labellisation qui est intervenue de démarches vertueuses en faveur de l'éclairage nocturne, de la gestion de l'éclairage nocturne. Vous avez des labellisations où certains territoires peuvent être labellisés. Alors, ce sont des labels internationaux, aire internationale de ciel étoilé, c'est-à-dire des secteurs totalement noirs où on peut disposer non seulement des observatoires, mais également des observatoires mobiles. Vous avez ensuite le label Ville et Village étoilés. Donc, ce sont des labels nationaux qui sont délivrés alors par une association. Alors, il y a une association particulière, j'ai oublié son nom, qui a mis en place ces labels, ces dispositifs. Donc ce sont des adhésions volontaires.
qui permettent donc aux villes, aux communes qui volontairement font la démarche d'avoir ce label. Et puis également ce qu'on appelle les réserves de ciel étoilé, où là, bien, au lieu de protéger les réserves au sol, on protège les réserves en hauteur, en l'air. Et puis vous avez les adhésions à des chartes de bonne gestion de l'éclairage public. C'est ce que vous voyez souvent, notamment, alors si vous allez dans les communes de l'Ouest lyonnais, vous avez des panneaux qui sont en dessous du panneau d'annonce de l'entrée de l'agglomération qui précise commune qui adhère à la charte Intel. Vous avez des panneaux qui sont posés dans l'herbe qui expliquent ce que fait la commune en faveur. Bref, vous avez sous les toute une signalétique qui est née dans ce cadre-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça procède essentiellement de démarches volontaires. Alors, quelles sont les perspectives nocturnes? Quelles sont les perspectives nocturnes également avec la réglementation et en quoi est-ce qu'elle a changé? Elle a changé essentiellement à deux niveaux dans la réglementation en tant que telle. Je vous l'avais dit dans cette réglementation technique, mais vous avez une réglementation plus générale et qui sont en fait des principes. La loi Grenelle 2, comme la loi biodiversité de 2016, du 8 août 2016, précise que les espaces, les ressources, milieux naturels, terrestres et marins, les sites, et c'est ce qui a été rajouté, les paysages diurnes et nocturnes, ce donc dire que la qualité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce qui veut dire qu'on reconnaît comme participant de la culture française en tout cas, de la culture environnementale en France, que les paysages nocturnes existent. Donc il faut éteindre la nuit pour permettre à ces paysages d'exister. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce texte a été complété par la suite, mais si vous en avez entendu parler, mais je le traiterai sans doute la prochaine fois sur les problèmes de voisinage, avec tout le problème des sons et des bruits, des bruits et des odeurs à la campagne. On considère aussi que les sons et les odeurs de la campagne font partie du patrimoine commun de la nation, au même titre que les paysages nocturnes. Alors, ça n'a pas d'effet juridique en tant que tel, hein, on va dire c'est proclamatoire, mais ça permet d'initier, ça montre que c'est d'intérêt général, et ça permet d'initier des mesures en faveur de ces éléments. Ensuite, au titre des obligations, puisque ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a des principes qui permettent de fixer les critères d'intérêt général, mais vous avez également des obligations sous forme de devoirs. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ça rapproche un peu une décision du Conseil, j'y reviendrai également la prochaine fois, du Conseil constitutionnel sur les questions de voisinage, sur ce qu'on appelle l'obligation de vigilance. En 2011, le Conseil constitutionnel a créé une obligation de vigilance des personnes par rapport aux dommages que leur activité pourrait causer à l'environnement, et notamment au voisinage. Et cet élément-là en est une déclinaison en tant que tel, donc chacun doit veiller à contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne. Comprenez, vous n'avez pas besoin d'une réglementation qui vous oblige à éteindre votre jardin au lieu de le laisser éclairer toute la nuit, c'est quelque chose qui devrait être plus naturel. C'est un devoir, en quelque sorte. Et surtout un élément extrêmement intéressant, du point de vue, cette fois-ci, écologique, la loi Grenelle 1 puis Grenelle 2, surtout, ont créé ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, donc les continuités écologiques qui vont relier divers réservoirs de biodiversité. Mais jusqu'à présent, on avait simplement des éléments qui étaient liés à la continuité naturelle, qui devait être donc la continuité matérielle. Or ici, ce qui a été rajouté par la loi biodiversité du 8 août 2016, c'est que ces trames, qui ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, la gestion, la remise en bon état et les milieux nécessaires aux continuités, prenant en compte les activités humaines et notamment agricoles, on a rajouté « et la gestion de la lumière artificielle la nuit ». Ce qui veut dire que là où on a identifié explicitement, expressément, des corridors, des passages où le maintien de l'éclairage pourrait conduire à des fractionnements tels que ceux que je vous avais illustrés tout à l'heure, par attraction ou répulsion, eh bien, on pourrait créer, alors on les appelle pas comme ça juridiquement, on les appelle comme ça dans les associations de protection notamment, et auprès des administrations de style réal, mais ça n'a pas encore de dénomination juridique, ce qu'on appelle les trames noires. Après les trames bleues, après les trames vertes, et après les trames qu'on a vues la dernière fois, donc les trames brunes avec le sol, seraient créées les trames noires en tant que telles.
Elles ne font pas l'objet de prescriptions, mais on peut les trouver dans les chartes des parcs naturels régionaux, puisque dans les chartes des PNR, les communes qui adhèrent et qui sont volontaires pour cette adhésion peuvent instaurer sur leur territoire des points à l'intérieur, des points de passage sur lesquels il n'y aura pas d'éclairage pendant une certaine partie de la nuit, de façon à permettre effectivement le passage. Puis on s'est rendu compte que jusqu'à présent, on connaissait les barrières chimiques, on connaissait les barrières techniques, maintenant on connaît aussi les barrières lumineuses. Et donc l'objet, c'est de créer, de rétablir une continuité noire pour le passage de la faune et de la flore. Quelles sont les autres perspectives finalement? Eh bien, et ça c'était Samuel Chalea, et je vous invite à lire ses ouvrages, qui est un géographe qui a beaucoup travaillé sur les questions nocturnes. Alors j'en profite pour faire une petite publicité, c'est qu'il y a 3 ans maintenant, avec ma collègue Claire Harpé, on avait, tous les ans on fait un séminaire pluridisciplinaire, on avait fait un séminaire qui s'appelait Lumière sur la nuit. Donc on avait même eu en avant-première d'Arte une documentariste qui était venue projeter son film sur la lumière nocturne en ville et tous ses effets. Et donc Samuel Chalea qui a écrit donc tout un article avec des collègues sur comment géographiquement on analyse, on gère la nuit. Et c'est lui qui a pensé que la nuit pourrait être un bien commun en tant que tel. Pourquoi? Parce que la nuit c'est un bien en partage finalement. C'est un bien en partage de façon non exclusive. On ne peut pas exclure des personnes de l'usage de la nuit, c'est-à-dire que le fait d'éclairer prive une personne de, on va dire, sa nuit, qui est une nuit collective. C'est un élément qui est non rival. C'est pas parce que quelqu'un consomme de la nuit qu'il en prive quelqu'un d'autre. Alors on est plus dans l'approche de ce qu'on appelle la notion de bien public en économie. Et autrement dit, la nuit étant un bien environnemental, et on le retrouve d'ailleurs dans ce que disait le Grenelle, la protection de l'environnement, y compris nocturne, avec cette obligation de sauvegarde, eh bien, ferait que, devenant bien commun, il mériterait une protection au même titre que les autres. Et donc toute la question qu'on a, en tout cas pour un juriste, c'est si un jour on pourra passer du droit de la nuit tel que j'ai pu vous l'exposer au droit à la nuit. Merci beaucoup.